Bonsoir tout le monde. Merci de nous écouter aujourd'hui. Nous sommes au Musée des Confluences à Lyon et je tiens donc à les remercier chaleureusement de nous accueillir dans ce somptueux musée. Donc, au nom de de l'équipe d'organisation et de la Société des neurosciences, donc je tiens à les remercier chaleureusement. Donc ce soir, nous avons une conférence sur le thème cerveau biologique et intelligence artificielle. Quel rapport? Avant de donner la parole à nos deux conférenciers, je voudrais très très rapidement vous rappeler comment on en est arrivé là. Or, finalement, au cours des dernières décennies, il y a eu une explosion de connaissances dans deux domaines qui vont nous concerner ce soir, les neurosciences d'autre part, l'informatique et l'algorithmie d'autre part. Il y a 15-20 ans, on avait assez peu d'idées de comment le cerveau pouvait construire des représentations, par exemple discriminer des visages, discriminer des odeurs, reconnaître du son. On avait peu d'idées comment le cerveau pouvait stocker de l'information en mémoire et s'en rappeler. Donc, toutefois, au cours des dernières décennies, notamment grâce à l'enregistrement électrique du cerveau chez l'homme et chez l'animal, on a fait énormément de progrès sur ces questions. Et on a des bonnes connaissances aujourd'hui sur les modes de représentation neuronale et de mémoire neuronale. Parallèlement, comme vous savez tous, dans votre vie quotidienne, vous avez vu au cours des dernières décennies une explosion de la capacité de traitement de nos ordinateurs. D'autre part, du point de vue du logiciel, des chercheurs en intelligence artificielle ont mis au point des algorithmes de traitement qui permettent de tirer parti de la puissance de ces ordinateurs pour faire de la reconnaissance du visage artificiel, pour faire de la reconnaissance de parole. Donc, on en est aujourd'hui dans les années 2021 avec une explosion de connaissances dans le domaine de l'intelligence artificielle en relation avec les neurosciences. Donc ce soir, vous aurez donc deux illustrations de ces progrès, qui posent bien sûr des questions. Où en sommes-nous et vers où allons-nous? Donc je donne la parole immédiatement à nos deux intervenants qui vont vous illustrer leur point de vue et qui répondront à vos questions à la fin de cette intervention. Je vous remercie et bonne soirée. Donc je présente, excusez-moi, Emmanuel Reynaud de l'Université Lyon 2, enseignant-chercheur, et Jérémy Matout, donc chercheur à l'INSERM, qui travaille aussi sur les réseaux neuronaux et aussi sur le vrai cerveau. Je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup, Rémi. On est très content d'être là un an après. Cette conférence, elle était en fait prévue il y a maintenant un an, quasiment jour pour jour. Et elle s'est fait annuler in extremis l'an dernier à cause du premier confinement. Et donc voilà, c'est une belle victoire, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une belle avancée qu'on puisse la faire au moins cette année. Donc on est là ensemble pour parler des liens entre intelligence artificielle et cerveau. On peut voir le cerveau en fait comme une machine à transformer de l'information qui nous arrive en flux constant par pas mal de canaux sensoriels simultanément. Cette information, elle est incomplète, elle est souvent bruitée, ambiguë, elle est incertaine et on arrive tout de même à la transformer en séquences de pensées et d'actions plus ou moins cohérentes. C'est ça qui nous permet de prendre des décisions adaptées et de pouvoir survivre dans un environnement qui est changeant et très complexe. En parallèle de ça, l'IA, c'est l'intelligence artificielle, elle a toujours eu le projet de recréer ex vivo une intelligence. Et donc, c'est très naturellement qu'elle va se tourner vers les sciences qui étudient le cerveau, les neurosciences, les sciences cognitives, pour s'inspirer. On va tenter dans cette conférence à deux voix, Jérémy et moi, de voir les liens qui peuvent exister entre le cerveau et l'intelligence artificielle, le cerveau biologique et le cerveau informatique, entre guillemets. Très bien. Alors, je vous dis bonjour à mon tour et je vais tout de suite commencer par un petit rappel de quelques propriétés générales et quelques chiffres sur le cerveau humain, donc l'intelligence biologique. Alors, je voudrais rappeler que l'unité de traitement de l'information, vous le savez, c'est le neurone. Le neurone, il y en a environ de l'ordre de 80 milliards dans un cerveau humain. Et ensuite, ces neurones, ils reçoivent beaucoup d'entrées. Et ils ont une sortie qu'ils envoient avec leur axone vers beaucoup de neurones. Et ces connexions se font grâce à des synapses. Et là, l'ordre de grandeur, il est étourdissant, c'est 100 000 milliards de synapses.
Alors les neurones, quand on augmente l'échelle spatiale, quand on recule un petit peu, ils sont organisés sous la forme de colonnes et de couches, comme on voit ici. Et plus largement encore, à l'échelle macroscopique du cerveau, ces populations de neurones sont organisées, elles sont même spécialisées, que ce soit au niveau du cortex ou des structures sous-corticales. Et bien sûr, elles sont reliées par tout un faisceau, un réseau d'autoroutes de l'information, de matière blanche, telles qu'on peut les voir avec ces jolies images qui viennent de l'IRM de diffusion. Donc voici pour le rappel. Et vous savez aussi que, sur une échelle temporelle, le cerveau s'est optimisé. Alors, l'échelle la plus longue, c'est l'échelle de l'évolution. Et donc, à travers quelques millions d'années, on est arrivé à notre espèce d'aujourd'hui avec un cerveau qui a augmenté de volume, jusqu'à environ 1500 cm3, et qui s'est aussi plissé pour avoir le maximum de surface à l'intérieur de cette boîte crânienne qui le limite. Et cette surface, d'ailleurs, l'ordre de grandeur, c'est un quart de mètre carré, un carré de 50 cm de côté, si on le déplie. Et ces plissements, ils ont aussi une autre fonction d'optimisation, c'est qu'ils rapprochent aussi les populations de neurones entre elles, et donc favorisent leur connexion, la rapidité d'échange d'informations. Vous le voyez ici comparé à d'autres primates non humains. Et puis, ce qui est important aussi, surtout en comparaison plus tard avec l'IA, c'est qu'il y a une évolution du cerveau, une plasticité du cerveau, un apprentissage, cette fois à une échelle beaucoup plus courte, à l'échelle d'un individu, à l'échelle d'une vie, comme on peut voir, et c'est notamment très fort au moment de la naissance et des premières années de développement. Et ça permet à l'humain de s'adapter à son environnement, à la géographie de son environnement, à la période à laquelle il vit, pour optimiser sa survie à un instant donné. Alors, deuxième chose à propos de ce cerveau humain, c'est comment on l'étudie. Il a été dit en introduction que cette étude du cerveau a été révolutionnée. On l'aborde comme un système complexe, sans doute le plus complexe que l'on connaît et qu'on connaît mal. Et il a plusieurs facettes. On le décrit comme un système, donc de manière assez formelle, avec d'une part les fonctions, donc ça va être les fonctions mentales, les fonctions cognitives qu'encode le cerveau, donc ça va être notre capacité de perception, notre capacité de décision, nos apprentissages, nos émotions, nos motivations. Et puis ces fonctions, il faut trouver leur corollaire pour comprendre comment le cerveau les implémente. D'une part, leur corollaire qu'on appelle computationnel, calculatoire, quels algorithmes le cerveau met en œuvre pour exécuter toutes ces fonctions. Et aussi comment il les implémente. Donc à la manière, si on file la métaphore du code informatique, c'est avec quel langage et quel code il implémente ces algorithmes, et bien sûr au niveau des neurones. Alors la révolution qui a vraiment eu lieu en neurosciences cognitives, c'est les techniques de neuroimagerie qui l'ont apporté à la fin du XXe siècle, disons, pour nous permettre d'observer ce cerveau humain fonctionner in vivo, et même souvent de manière concomitante avec le comportement, en demandant à des sujets de faire des tâches particulières. Ces techniques, je vous les rappelle brièvement, elles sont diverses, complémentaires. Il y a évidemment l'imagerie par résonance magnétique, qui fournit des images structurelles, anatomiques, mais aussi fonctionnelles du cerveau. Il y avait même un peu avant cela l'imagerie nucléaire, la tomographie par émission de positons, qui fournit des images fonctionnelles, donc consommation d'oxygène ou de glucose par le cerveau, donc où est-ce que ça travaille. Et puis il y a les familles de techniques d'électrophysiologie. Là, on va mesurer directement l'activité électrique des neurones avec l'électroencéphalographie, le EEG, sa cousine un peu moins connue, parce que plus un outil de recherche, la magnétoencéphalographie. Et puis la dernière née, c'est la spectroscopie proche infrarouge que je mentionne ici, qui ressemble à l'EEG, mais en fait, on mesure comme en IRM l'apport en oxygène dans le sang aux différentes populations de neurones. Et cette machine qu'est le cerveau nous permet d'avoir notre intelligence. Et l'histoire, en fait, c'est que l'homme, il a toujours été fasciné par la possibilité de recréer lui-même de l'intelligence. Alors, il y a plusieurs motivations pour peut-être se sentir l'égal des dieux, pour avoir de la main-d'œuvre bon marché, ou bien pour avoir simplement de la compagnie. Mais en fait, dans l'histoire, que ce soit dans le Talmud, on trouve l'évocation du golem. Dans l'Antiquité, on trouve Galatée. Ensuite, au XIXe siècle, on trouve Frankenstein, Pinocchio. Et puis après, plus récemment, la science-fiction des années 60 nous pose les premiers robots. Et maintenant, on a des androïdes qui sont relativement bien connus, enfin, qui sont relativement bien diffusés dans la science-fiction contemporaine. Donc, on a toujours voulu recréer de l'intelligence, et dans les années 50, il y a eu un contexte particulier. D'une part, l'informatique s'est développée, les ordinateurs sont apparus, on a eu des machines qui étaient capables de calcul, alors modestes à l'époque, mais quand même. Et puis, on a également eu la cybernétique qui s'est intéressée à décrire le fonctionnement de l'esprit.
Et Turing aussi qui a commencé à se poser des questions, est-ce que les machines peuvent penser ou pas. Tout ça, ça faisait un contexte qui a réuni les gens que vous voyez assis sur une pelouse là, sur la photo, a proposé en 1956, dans une conférence qui restera célèbre, la conférence de Dartmouth, les débuts formels de l'intelligence artificielle comme étant la science qui va s'attacher à décrire la pensée pour la simuler ensuite sur ces fameux ordinateurs. Bien sûr, le postulat de base, c'est que le mécanisme de pensée peut être décrit, donc que la pensée humaine peut être mécanisée. Et face à ça, ça va être le début de ce qu'on a appelé l'IA symbolique, le paradigme cognitiviste en sciences cognitives, qui va en fait décrire la pensée comme justement une manipulation de symboles et vraiment une opération assez haut niveau. De là vont découler des programmes de recherche en IA qui vont s'intéresser justement eux aussi à des fonctions cognitives qui sont assez haut niveau. On essaye de résoudre des problèmes mathématiques, faire des démonstrations automatiques. Et un grand marqueur de ce courant-là, c'est la possibilité pour une machine de jouer aux échecs de façon convaincante. Je ne vais pas développer plus, je vous engage à regarder la conférence de notre collègue Amélie Cordier qui sera jeudi à 18h30. Qui va passer sur tous ces aspects de l'histoire de l'intelligence artificielle. Je mentionne juste Deep Blue, donc l'ordinateur qui a gagné Kasparov aux échecs, pas sur tous les matchs, mais qui a quand même eu une bonne performance en 1997. L'approche de Deep Blue, c'est vraiment de l'IA symbolique. On va avoir un calcul à chaque tour du coup qui est le plus avantageux pour soi et le plus défavorable pour l'adversaire, un certain nombre de coups à l'avance. Et en fait, la puissance de Deep Blue va résider essentiellement dans sa puissance de calcul. Il est capable de calculer énormément de coups à l'avance. C'est ça qui lui donne son avantage. Alors effectivement, la performance de Deep Blue était une prouesse, c'est entendu. Mais évidemment, l'intelligence de Deep Blue était très très différente de l'intelligence humaine. Si on reprend l'exemple des échecs, et vous prenez cette joueuse experte, son attitude vis-à-vis du jeu est extrêmement différente. Tout d'abord, elle est autonome au niveau de la perception des pièces, de la disposition du jeu, éventuellement même des émotions faciales de son adversaire. Elle est capable de les reconnaître. Et puis ensuite, son approche du jeu est très différente de celle de Deep Blue, qui lui était purement calculatoire et explorait toutes les possibilités, ou presque. Tandis que cette joueuse, elle, parce que c'est une experte, est capable d'intuiter très rapidement quels sont les quelques scénarios, les quelques meilleurs coups qui s'offrent à elle. Et sur la base de ces scénarios, elle va prédire, elle va même pondérer ses choix. Et ces scénarios, elle va les comparer grâce à sa mémoire. Une mémoire qui peut être de différentes formes. Une mémoire à court terme, la mémoire du début de la partie. Une mémoire à long terme. Imaginons qu'elle a déjà rencontré cet adversaire, qu'elle connaît un petit peu ses faiblesses. Tous ces éléments vont rentrer en ligne de compte pour simuler différents scénarios possibles et décider, si possible, faire le meilleur choix possible. Elle va être aussi autonome au niveau de l'action. C'est elle-même qui va faire le mouvement de jouer le pion. Elle peut même l'interrompre. Ce n'était pas le cas de Deep Blue. Et enfin, elle est aussi capable de communiquer, peut-être après la partie, auprès de ses fans. Comment elle a envisagé cette partie. C'est ce qu'on appelle la métacognition. Elle est capable de rapporter, du moins en partie, des éléments de sa partie et de son raisonnement. Et le plus important peut-être, c'est sa capacité d'apprentissage par rapport à Deep Blue, qui était entre guillemets bêtement calculatoire. Elle est capable de s'améliorer. Elle a appris pour en venir jusque-là. Elle apprendra encore de cette partie pour faire mieux la prochaine fois. Donc qu'a fait l'IA depuis Deep Blue pour se rapprocher un peu plus de cette joueuse d'échecs? C'est vrai que, comme disait Jérémy, l'approche qui est basée sur le calcul uniquement, elle a ses limites. Elle marche encore pour le jeu d'échecs. Pour le jeu de Go, qui est infiniment plus complexe que le jeu d'échecs, elle n'y arrivera pas. En fait, c'est pas faisable. Et il y a aussi une limite de l'IA symbolique, telle que je l'ai décrite tout à l'heure, c'est que, en fait, les choses qui paraissaient faciles aux machines, enfin aux gens qui programmaient les machines, sont en fait les choses sur lesquelles on bute toujours à l'heure actuelle. C'est-à-dire que dans les années 70-80, on a essayé de faire des intelligences artificielles qui s'attaquaient à des fonctions comme les maths, les échecs, qui sont très haut niveau. Et en se disant simplement que des fonctions plus simples, entre guillemets, comme se déplacer sans renverser quelque chose ou reconnaître un visage, reconnaître une phrase prononcée, on y arriverait facilement si on avait résolu les échecs.
C'est quelque chose qui est paradoxal, mais qui est pourtant vrai. Ces défis qu'on pensait faciles, qu'on pensait enfantins, ils sont toujours très difficiles à l'heure actuelle pour les IA. C'est ce qu'on a appelé le paradoxe de Moravec. Ce qui est difficile pour les machines est facile pour l'humain et inversement. Ça pose bien sûr la question de qu'est-ce qu'être intelligent. Donc, est-ce que c'est la vue selon laquelle on est capable de faire des maths, des échecs? Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend, qui grossit petit à petit avec le temps, mais qui réside aussi dans nos interactions sociales, dans notre façon d'interagir avec le monde au sens large? Et ça pose aussi la question de comment est-ce qu'on va définir si une machine est intelligente ou pas. Dans les années 50, Turing a proposé un test qui s'appelait un jeu d'imitation, où le jeu, c'était pour la machine de se faire passer dans un dialogue pour un humain. Et ça a été repris comme étant le test de Turing, le test qui valide le fait si une machine est intelligente ou pas. C'est discuté, bien sûr. Mais dans ces années où on a vu l'IA symbolique un petit peu en échec sur des fonctions simples, on a commencé à avoir envie d'un test moins spécifique et beaucoup plus pratique, beaucoup plus ancré dans la vie quotidienne. Il y a des tests qui ont été proposés comme le test du café, où vous avez une IA qui arrive chez quelqu'un et qui doit réussir à faire un café dans une maison inconnue. Ou il y a un autre test qui est le test dit de la chaise plate, d'IKEA en fait, où on demande à une IA de construire une chaise qui vient en carton plat, ce qui est un test qui n'est pas facile même pour les humains. Ces tests-là, ils demandent une pluralité de fonctions cognitives, en fait, de celles de bas niveau, comme pouvoir percevoir, interagir, mémoriser, se déplacer, etc., etc. Donc, c'est des tests qui vont engager ce qu'on appelle une IA généralisée. On reviendra en fin de conférence là-dessus. Pour l'instant, on a des IA qui peinent à faire des fonctions qu'on pensait simples. Et l'idée, c'est à ce moment-là de se retourner vers la machine la plus intelligente qu'on connaisse à l'époque, enfin, même encore aujourd'hui, c'est de retourner vers le cerveau, vers les recherches sur le cerveau. Et en parallèle de ça, justement, dans les recherches sur le cerveau, ou plutôt la cognition, en sciences cognitives, on observe un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on passe du paradigme où la pensée était un calcul, une manipulation de symboles, à un paradigme où la cognition émergerait en fait de calculs hyper simples faits par nos neurones qui seraient réalisés en parallèle et distribués sur l'ensemble du cerveau humain au sein de réseaux. Donc c'est ce qu'on appelle le début du paradigme connexionniste en sciences cognitives. L'IA va se tourner vers le substrat biologique et vers ce paradigme connexionniste pour essayer de résoudre des problèmes qu'on croyait enfantins a priori. Alors, on voit avec les limites de l'IA symbolique qu'il y a la nécessité d'apprendre des choses, qu'on ne peut pas se contenter de faire des calculs sur des symboles, mais qu'il va falloir apprendre à réaliser ces fonctions cognitives simples. Et une des façons d'apprendre, ce n'est pas la seule, mais en tout cas, il y en a une, c'est de s'inspirer du cerveau et d'aller voir comment le cerveau apprend. Donc il apprend bien sûr à l'aide de ses neurones, mais d'un point de vue plus psychologique, entre guillemets, le cerveau va apprendre en se basant sur des exemples et en procédant par essai-erreur. C'est ce que vont essayer de faire les réseaux de neurones artificiels. Donc c'est simplement une façon de programmer les machines qui diffère de ce qu'on a vu jusqu'à présent. L'idée principale des réseaux de neurones artificiels, c'est de reprendre en quelques lignes de code assez simples finalement le comportement grossier du neurone, de faire une simulation grossière d'un neurone biologique, de coller ces neurones dans un réseau de façon à ce que la sortie d'un neurone devienne l'entrée d'un autre neurone artificiel. Donc ça demande quelques lignes de code supplémentaires, mais ça reste toujours virtuel. Et de ranger ces neurones au sein de couches qui vont un petit peu reprendre l'idée qu'on retrouve dans le cerveau, où on a des neurones qui font la même chose, qui sont proches spatialement. Donc là, ça va être pareil. Et l'information va transiter de couche en couche. Comme dans le cerveau, l'information va transiter le long des voies sensorielles. Donc ces réseaux de neurones artificiels, à quoi ils vont servir ? On peut par exemple leur poser une question assez bas niveau finalement, mais qui est un grand classique en IA. C'est la question de reconnaître les chats des chiens, on appelle ça une classification.
Si on se posait cette question en IA symbolique, on donnerait à la machine un ensemble de règles sur, par exemple, la forme des oreilles des chats ou la taille des chiens, etc. On se rend compte qu'on va à l'échec quand on fait ça, parce qu'on n'arrive jamais à prendre en compte le fait qu'on peut avoir des chiens un petit peu différents ou des chats pas tout à fait standards. L'idée des réseaux de neurones artificiels, c'est d'apprendre à l'algorithme à reconnaître ces chats des chiens. On veut présenter une image en entrée du réseau et on veut que la sortie, ça soit, c'est des nombres en fait que rend le réseau de neurones artificiels, ce soit un nombre qui correspond à la classe de l'exemple présenté en entrée, c'est-à-dire est-ce que j'ai affaire à un chat ou est-ce que j'ai affaire à un chien. Comment on va faire ça? On va simplement entraîner le réseau. Donc ça consiste à présenter énormément d'exemples qui sont labellisés en disant au réseau « regarde, ça c'est un chat, regarde, ça c'est un chien ». Et puis à le corriger lorsqu'il se trompe. Comment on le corrige? On va lui demander de modifier les poids, c'est-à-dire la façon dont les neurones sont connectés les uns avec les autres. Au bout d'un moment, le réseau va se tromper de moins en moins, voire plus du tout, et on estime alors que la fonction reconnaître les chats des chiens a été apprise par le réseau de neurones artificiels. Donc, ce réseau de neurones artificiels qui possède maintenant la faculté incroyable de reconnaître les chats des chiens est a priori capable de reconnaître n'importe quelle nouvelle image, sous réserve que ce soit bien sûr un chat ou un chien, sinon le réseau ne peut plus répondre. Donc ça, c'est les réseaux de neurones classiques. Ces réseaux neuronaux, sous leur forme actuelle, vous les utilisez en fait tous les jours. Ils ont été renommés Deep Learning, mais c'est la même idée que les réseaux à couches que j'ai présentés auparavant. Dans les réseaux Deep Learning, donc la version actuelle des réseaux de neurones artificiels, vous avez plus de couches et vous avez une façon de les connecter entre elles qui est un petit peu particulière. L'idée, c'est d'essayer de reproduire la hiérarchie de traitement qu'on a dans les systèmes biologiques, en particulier dans le système visuel, pour avoir des caractéristiques de plus en plus complexes. Donc, dans le système visuel, depuis la rétine, qui est vraiment la porte d'entrée, jusqu'à des aires un peu plus complexes, en gris sur la diapo, V1, V2, V3, et puis l'aire LOC ensuite. Vous avez des représentations qui se construisent et qui se complexifient surtout le long de cette voie de traitement. La même idée en Deep Learning va être mise en œuvre. On va avoir des couches qui, elles aussi, vont construire une représentation de plus en plus complexe de ce qui est en entrée. Donc là, c'est juste un exemple comme ça. C'est bien sûr pas un vrai réseau, mais c'est pour vous donner une idée. Les premières couches vont construire la détection de certains traits. Les couches du milieu vont construire la détection d'une combinaison de traits pour arriver à une représentation encore plus complexe dans la dernière couche, où on aura carrément des objets qui vont être représentés dans ces couches intermédiaires du réseau profond. Ça a permis des avancées énormes pour l'intelligence artificielle qui sont surtout dans le domaine de la perception et du traitement du langage naturel. Pour vous illustrer ça, c'est ça qui vous permet de déverrouiller vos téléphones grâce à la reconnaissance faciale. C'est ça qui vous permet de faire des recherches efficaces sur le moteur Google. Si vous avez vu les réponses automatiques de Gmail, quand vous recevez un mail qui est lu et apparemment compris, en tout cas, si ce n'est pas compris, c'est très très bien imité par Gmail et on vous propose 3 ou 4 réponses, c'est du deep learning. C'est ça qui vous permet de vous faire recommander des produits sur Netflix, Amazon ou des contenus de sites web qui sont plus ou moins personnalisés. C'est ça qui vous permet de filtrer vos spams indésirables, de prévenir les fraudes bancaires, de calculer des itinéraires en temps réel en tenant compte du trafic. C'est ça qui vous permet aussi de demander à votre assistant personnel, électronique j'entends, de mettre un morceau de musique ou de savoir s'il va pleuvoir demain. Bon, il y a ces applications vie quotidienne, mais il y a aussi des applications de portée plus large peut-être. En sciences, le deep learning va servir à classifier des galaxies, par exemple, où récemment, un gros succès de l'IA, ça a été de pouvoir prédire la structure 3D des protéines, ce qui mettait énormément de temps pour les moyens classiques, a mis beaucoup moins de temps pour l'IA et le deep learning.
Et en médecine, le deep learning est également utilisé pour détecter les anomalies sur les images médicales ou prédire la trajectoire des maladies neurodégénératives. On va avoir également des IA qui vont, deep learning j'entends, qui vont se mettre à analyser le sol de Mars, qui permettent de distribuer plus efficacement l'énergie dans la grille. Il y a aussi des applications militaires, notamment, je n'ai pas parlé des voitures autonomes, mais il y a aussi les drones autonomes qui permettent bien sûr plein de choses. Et puis on a des applications plus ludiques. L'IA va permettre également de générer de la musique, des œuvres d'art, et également un des gros succès de l'IA ces derniers temps, également de jouer au Go. Donc ça a été un problème résolu par le deep learning assez récemment. Alors, sur cette vidéo, c'est un trajet autour de Mumbai en Inde, ce qui explique le trafic. C'est un réseau de neurones deep learning qui s'appelle YOLO dans sa version 4, qui a été entraîné sur 200 000 images labellisées auparavant et qui est capable de reconnaître 81 catégories. Donc on est bien loin des 2 catégories chat-chien du réseau de tout à l'heure. Donc c'est un réseau qui est énorme, hein, qui a été entraîné auparavant bien sûr. Et ce qu'on voit, c'est que même si la scène visuelle est extrêmement complexe, il y a plein d'objets en même temps, ils se superposent, ils bougent, on n'en voit pas l'intégralité à chaque fois. Vous voyez que YOLO achève quand même une bonne précision, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas trop passer d'objets non reconnus, et quand il reconnaît, c'est en général correctement. Donc ça, c'est le NEC, enfin pas le NEC plus ultra, mais c'est un des très bons réseaux de neurones en reconnaissance d'objets. À un moment, il y a des vaches, mais on n'a pas le temps. Je vais faire une petite démo, on va tenter une démo avec Jérémy d'une appli de deep learning qui s'appelle QuickDraw. Donc là, on va simplement essayer... Non, c'est le net. Ouais. On va essayer de faire deviner à une IA, à un réseau deep learning, ce qu'on est en train de dessiner. Donc le but du jeu, c'est de... Le but du jeu, ça va être que l'IA arrive à deviner ce que je suis en train de dessiner. Donc là, je dois dessiner une dent. Et vous avez en bas ce que voit l'IA, ce qu'elle a décidé que j'étais en train de dessiner. Bon, apparemment, je ne suis pas super forte. Ben, ça y est, c'est une bouche. Du pain, ok. Là, ce n'est pas une démonstration très probante. Je ne suis pas une très bonne dessinatrice non plus. Du pain, ça va être plus facile. Voilà, donc là, l'IA a reconnu ce que j'ai fait. Une rivière. Voilà, ça c'est bon, ça a marché. Un banc. C'est bon, elle a réussi avant même que j'ai terminé. Une télécommande. Voilà, ça c'est bon, c'est terminé. Et une fraise. Ça ne marchera pas comme ça, je vais faire des points. Wow. Ouais, voilà. Donc là, en fait, c'est pour vous montrer l'apprentissage de QuickDraw. C'est simplement... Non, là. Simplement, QuickDraw a appris à partir de millions de dessins. En fait, quand vous l'entraînez en ligne, quand vous dessinez en ligne, vous lui donnez un nouvel exemple labellisé des catégories qu'elle doit apprendre. Et donc, ça lui permet d'apprendre continuellement. Donc, juste pour... Ouais, je vais mettre là. Juste pour... voilà. En fait, cette IA est capable de reconnaître... Là, j'ai mis les dessins de petits anges. Donc, c'en est 120 000 exemples parmi... Je ne sais pas combien il y en a dans sa base actuellement. Mais cette IA est capable de, parmi tous ces dessins, trouver une espèce de régularité, trouver un sens, trouver quelque chose de commun. Et de ce fait, apprendre à reconnaître ce qu'est un ange, comme nous, on est capable de le faire. Les dessins sont plus ou moins réussis, mais normalement, on devrait plus ou moins être capable de le faire. Il peut remettre sur PowerPoint. Est-ce qu'il faut qu'on fasse ça ?
À moi. Oui, alors ce que montrait très bien Emmanuel ici, c'est qu'on est passé... Ah, il y a un problème. Un instant. On est passé... Petit instant. Voilà. Donc, on est passé de Deep Blue tout à l'heure à Deep Learning. On voit on est dans une intelligence qui est totalement différente et qui s'est inspirée grossièrement, mais inspirée quand même de la structure et de l'organisation du cerveau humain. Je voudrais même mettre en avant ce qui manque tout de même à ces modèles pour essayer de voir quelles peuvent être les perspectives de développement de l'IA si elle continue de s'inspirer de l'organisation de la structure cérébrale. Et ce que je voulais mettre en avant, c'est la dimension temporelle, parce qu'on a vu que spatialement, du moins pour la hiérarchie visuelle, elle lui ressemble de plus en plus. Mais la gestion du temps par ces modèles-là est très différente de la gestion du temps qu'implémentent les neurones. Alors, pour vous faire toucher ça du doigt, je rappellerai que le neurone, il fonctionne avec donc un axe de sortie, l'axone, qui va permettre d'envoyer un potentiel d'action ou de se taire. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement en tout ou rien. Et si on regarde au cours du temps la séquence de signaux de sortie d'un neurone, ça va ressembler comme ça à ce qu'on peut représenter par des barres. À chaque fois qu'il y a une barre, c'est qu'il y a eu un potentiel d'action. C'est la courbe jaune qui est très, très rapide, là, très, très courte. C'est une impulsion. Et cette décharge impulsionnelle, elle survient ou elle ne survient pas. Le neurone peut se taire ou envoyer ce message. Et quand on regarde comment un neurone va répondre à un stimulus qu'on va répéter ici, donc ce que vous voyez sur ce graphe, c'est en abscisse le temps et donc les décharges, et en ordonnée, c'est qu'on a répété la même stimulation qui est arrivée sur la bande grise qu'on voit ici. Et on voit comment la stimulation, ce neurone réagit en déchargeant beaucoup en peu de temps. Il le fait de manière reproductible, même s'il y a une variabilité entre les présentations de stimulus. Donc il y a un codage de l'information ici qu'on appelle par taux de décharge, c'est combien il va y avoir de décharge par unité de temps. Donc ici, le temps a une certaine importance. Quand et combien de fois on va décharger dans une période de temps. Le temps a une importance aussi ici, c'est quand on regarde au cours du temps comment ces décharges s'organisent. Et ce qu'on voit ici, ce dessin un peu moche, ce qui représente, c'est aussi le taux de décharge. Et on voit qu'il y a des oscillations, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où il y a beaucoup de décharge et des périodes où le neurone se tait, et ainsi de suite. Il y a une orchestration, il y a une sorte de synchronie, de temporalité qui est importante. Et alors, cette synchronie, on peut l'observer sur plusieurs neurones. Ici, c'est le même schéma moche, mais avec plusieurs neurones. Et on voit que plusieurs neurones qui sont en fait très connectés, qui vont répondre de la même façon, vont réagir un peu de la même façon. D'ailleurs, ça illustre, en fait, ça reflète une règle assez connue en neurophysiologie, qui est une règle d'apprentissage, finalement, de plasticité cérébrale, qui dit que les neurones qui vont décharger en même temps vont se connecter entre eux. Donc cette temporalité est essentielle, ici même, pour l'apprentissage et le fait que des connexions vont évoluer pour optimiser l'apprentissage. Quand je dis apprentissage, ça peut être par exemple un apprentissage associatif. Je ne sais pas, on peut se représenter la vue d'une pomme. S'il y a une population qui réagit à la forme de la pomme et à sa taille, et une autre population qui réagit à sa couleur, verte par exemple, et bien le fait de voir souvent des pommes vertes vont faire que ces neurones vont se connecter et souvent réagir ensemble. C'est un apprentissage des neurones. Et il se fait grâce à cette temporalité. Maintenant, la temporalité, on la retrouve, l'importance du temps, on la retrouve à une échelle plus macroscopique, à l'échelle du cerveau en entier, quand des régions vont devoir communiquer entre elles pour interpréter une scène, percevoir, décider. Et ça se fait par le même mécanisme comme ça d'oscillation qui peuvent avoir lieu au sein d'une région corticale, mais aussi pour la communication à longue distance entre régions corticales qui vont faire que pour les besoins d'une tâche, pour les besoins d'un raisonnement, ces régions vont se synchroniser pour travailler ensemble ou se désynchroniser pour justement ne pas travailler ensemble. Du moins, certaines régions vont en inhiber d'autres pour que la bonne fonction cognitive puisse se dérouler. Et vous le savez aussi bien que moi, cette temporalité, on la retrouve au niveau du comportement, à l'échelle même d'un réseau de cerveau, à l'échelle d'un comportement social, que ce soit pour danser ensemble ou alors pour communiquer. Et pour communiquer, il faut une orchestration, il faut une symphonie de nos communications, qu'elles soient verbales ou non verbales. Alors l'idée, c'est est-ce que l'IA va pouvoir s'inspirer de ces chaînons manquants pour aller plus loin ?
Alors, c'est vrai que le deep learning, les programmes d'IA, dans leur version majoritaire actuellement, ne prennent pas du tout en compte cette dimension temporelle. C'est des neurones vraiment très, très bêtes qui sont utilisés. Mais ça amène la question du réalisme, du degré de réalisme qu'on va demander à une IA. Quand on fabrique un avion, on ne fabrique pas un avion qui vole en battant des ailes ou on ne lui met pas des plumes sur la carlingue. On ne lui demande pas d'avoir un réalisme total. Du moment qu'on a le réalisme fonctionnel, on peut se passer du réalisme structurel, on va dire. De toute façon, d'une part, on n'arrivera jamais vraiment, enfin, je pense, à avoir un réalisme biologique total, à avoir un cerveau artificiel entièrement reproduit qui puisse avoir une intelligence. Et d'autre part, parce que théoriquement, en fait, on n'en a pas forcément besoin. Du moment qu'on arrive à fonctionner comme un cerveau, on n'a pas besoin d'être fabriqué comme un cerveau. Ça mène la question de la comparaison entre le cerveau et la machine. La machine perd, et le cerveau gagne, que ce soit en taille, donc on a un cerveau qui est tout petit, qui fait 1,5 litre à quelque chose près. Les plus grosses machines, les machines qui peuvent rivaliser avec des cerveaux, elles tiennent dans des salles qui font plusieurs centaines de mètres carrés au sol. La question souvent abordée, c'est celle de la puissance de calcul. On a des ordinateurs qui ont une certaine puissance, ça se mesure sur les gros ordinateurs en opérations par seconde, en flop, ça s'appelle. Et les plus gros ordinateurs aujourd'hui sont de l'ordre du demi-exaflop, exaflop, c'est-à-dire c'est 10 puissance 18 opérations par seconde, donc un demi de 10 puissance 18 opérations par seconde pour le plus gros supercalculateur mondial qui est japonais. Alors combien fait de calculs par seconde de notre cerveau ? On ne sait pas vraiment le dire. On a une estimation vague qui est de 1 exaflop, donc 10 puissance 18, 2 fois plus que la plus grosse machine actuelle. Ça, c'est une estimation assez sauvage et qui prend en compte justement le fait qu'on code de l'information avec ces mécanismes temporels que décrivait Jérémy. En consommation, notre cerveau, c'est 20 watts, 12 calories par heure, donc c'est extrêmement léger. Les supercalculateurs, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 10 mégawatts, donc c'est 500 000 fois plus. C'est évidemment très cher à faire tourner. Les applis d'IA, on n'en a pas forcément parlé, mais les applis d'IA, pour les entraîner, on va avoir besoin de... ça se chiffre en millions, en fait, en millions d'euros, en quelques millions d'euros. Bon voilà, en gros la machine est beaucoup moins forte que le cerveau, ça s'explique en gros par une différence de structure. Dans la machine, vous avez une séparation qui est effective entre la mémoire et le traitement, le calcul, alors que dans le cerveau, ce sont les mêmes unités qui ont la mémoire entre guillemets et le calcul embarqué. Alors, ça amène des programmes de recherche qui essayent de reproduire des architectures semblables à celles des cerveaux. Donc, c'est ce qu'on appelle l'informatique neuromorphique. On cherche à faire des circuits intégrés qui vont mimer les neurones. C'est par exemple la machine Spinnaker que vous voyez au milieu de la diapo. Et puis, il y a une autre branche qui cherche à avoir un réalisme biologique très poussé sur des neurones et puis qui a forcément aussi besoin d'architecture neuromorphique pour fonctionner. L'idée, c'est d'essayer de reproduire des morceaux de cerveau, humain ou animal, pour ensuite les comprendre. Et ça, c'est le projet Blue Brain qui est tout en bas de la diapo, qui est maintenant arrêté. Donc si je parle d'intelligence artificielle, je vais également parler forcément de biais qui sont liés aux données, à la qualité des données qui sont fournies pour l'apprentissage. L'IA, elle est pour l'instant beaucoup supervisée, donc elle est soumise à la qualité de ce que vous lui présentez lorsqu'elle apprend. C'est un peu son modèle du monde, donc si vous lui donnez un modèle qui est incomplet ou qui est biaisé, forcément elle aura un comportement qui va être lui aussi inadapté ou biaisé. Donc tout le monde connaît l'histoire de Tai, la petite IA de Microsoft qui a été mal élevée par les internautes sur Twitter et en quelques heures, elle a eu un comportement qui était inadmissible, elle s'est fait retirer pour propos xénophobes, racistes, etc. etc. Et donc vraiment, c'est assez dépendant de la qualité de l'apprentissage. L'IA exhibe aussi des biais qui sont des biais raciaux, des biais de genre. Une femme noire a 35% d'erreurs
lorsqu'on détecte son visage, alors qu'un homme blanc, qui reflète beaucoup plus les bases d'apprentissage dans leur non-diversité, aura quelques pourcents d'erreurs à peine. Donc ça m'amène à me demander si l'IA peut avoir une perception biaisée de façon un petit peu collatérale par rapport à sa base d'apprentissage. Est-ce que nous aussi, on peut volontairement fausser la décision d'une IA ? Alors, on va essayer de voir ça à travers un exemple de détection, d'identification du locuteur. Donc, cette identification du locuteur, on va demander à l'IA de faire 3 choses. De répondre sur le sexe de la personne à qui on parle, sur l'âge de la personne à qui on parle et également sur son émotion. Donc, je vais essayer sur moi, j'ai peur de rien. Donc, le sexe, c'est bon, c'est un problème facile, hein, il n'y a que deux possibilités. Après, on a quelques émotions, donc je vais essayer de faire la joie, la colère, ouais, c'est le dégoût, bon, ça ne marche pas très bien, la tristesse et la surprise. Ça ne marche pas super, mais bon, l'idée y est. Donc, est-ce qu'on peut tromper une IA ? Est-ce qu'elle peut quand même me reconnaître, identifier mon âge correctement si j'ai un masque ? Je gagne quelques années, c'est bien, c'est bon pour moi. Je peux encore gagner quelques années en... Faut que je sorte du tracker. Hop, Lifting Express. Et la dernière petite manip qu'on peut regarder, c'est simplement de mettre un filtre. Donc, c'est un filtre Snapcam ou Snapchat qui est en vogue sur les réseaux sociaux des jeunes. Et donc, normalement, elle devrait me trouver beaucoup plus jeune, mais c'est pas grave, ça, c'est l'effet démo. Mais, hein ? 30 ans sans masque, c'est bien. 30 ans sans masque, c'est pas mal, mais je peux arriver à mieux, je pense. Bon, c'est pas grave. L'idée, c'est que là, on se sert d'une IA pour duper une IA. Et voilà, on peut faire des choses aussi comme ça. C'est une IA qui génère la face de bébé que vous devriez voir. Ça ne marche pas terrible. Actuellement sur l'écran. Et donc, cette IA va essayer de flouer l'autre IA. Alors, si on peut tromper une intelligence artificielle, qu'est-ce qui se passe si je demande à Jérémy, par exemple, quel âge j'ai, quel âge il me donne ? Là, normalement, il y a toujours quelques secondes de silence un peu gênantes. Voilà, Jérémy se racle la gorge. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, en fait ? Il est en train de me scanner visuellement. Il est en train d'ajouter des éléments biographiques sur moi. Il sait que j'ai 2 filles. Il sait que j'aime bien Lou Reed, des choses comme ça. Donc, ça lui donne une fourchette. Après, il sait aussi que j'ai pas beaucoup, qu'on est un peu fatigué en ce moment à cause de cette conf, donc il va enlever normalement quelques années qui sont contextuelles et pas structurelles, on va dire. Et puis après, il va avoir toute une réflexion sur, il sait qu'il ne faut pas qu'il dépasse l'âge réel, mais en même temps, s'il enlève trop, il sera vraiment débusqué comme menteur. Donc il fait tout un espèce de calcul comme ça. En fait, il ajoute à sa perception un modèle de moi. Et puis, surtout, ce qu'on appelle le sens commun et qui manque encore cruellement aux intelligences artificielles. Alors, c'est parfait, ça me donne l'occasion de vous parler d'un autre aspect, cette fois, non pas physiologique, mais psychologique, qui distingue encore le cerveau humain et les IA actuelles. Alors, il faut juste que je refasse la manip de transition. Voilà. Et ce serait pour vous parler de ce qu'on appelle le cerveau probabiliste. Autrement dit, un cas de mathématiques théorique qui a pris beaucoup d'importance ces dernières années en neurosciences et qui, parce que de plus en plus de preuves expérimentales viennent alimenter cette théorie. Et c'est l'idée que le cerveau, dit simplement, ne fonctionne pas comme un réceptacle passif qui emmagasine les entrées sensorielles sans distinction, mais est quelque part proactif et va justement avoir une représentation mentale du monde autour de lui. Et cette représentation mentale lui permet d'agir un peu comme un statisticien ou un scientifique qui s'ignore, c'est-à-dire constamment émettre des hypothèses et faire des prédictions. Et ces prédictions, c'est elles qui vont être testées
vis-à-vis des données, des entrées sensorielles qui vont arriver. Donc, par exemple, s'il s'agit d'une note qui nous est présentée, le cerveau va non pas encoder cette note en tant que telle, mais plutôt la surprise que représente cette note par rapport à ses prédictions et ses hypothèses. Et c'est sur cette base-là que le cerveau va raisonner, décider, par exemple, éteindre la radio, fermer la porte, ou se dire « Ah, tiens, je ne connais pas cette chanson ». Et donc, ce cerveau probabiliste, c'est aussi celui, ces petits exemples que je mets en bas à gauche, qui permet d'expliquer notamment le fait qu'on va être insensible ou très peu sensible à ses propres chatouilles. Parce qu'évidemment, on va être capable de prédire extrêmement bien, et sans pouvoir s'en empêcher, la chatouille qu'on va se faire à soi-même. Voilà. Alors, pour vous montrer ça un peu plus concrètement, un petit exemple dans le domaine visuel. Je vais profiter d'avoir le micro sur moi pour me lever. Dans cet exemple, qui tourne en boucle ici, vous avez deux cases, A et B, qui ont la même couleur. C'est ce qu'on vous montre au départ. Mais quand on les contextualise, c'est-à-dire quand on les met sur un échiquier, la case A a une place pour une case noire, la case B a une place pour une case blanche, normalement, et qu'en plus on met ce cylindre ici qui a une ombre portée sur une partie de l'échiquier, eh bien vous voyez que vous ne pouvez pas vous empêcher, en contextualisant ces deux cases, de percevoir la case B comme plus claire que la case A. Voilà. Et ça, c'est vraiment cet ancrage de ce que le cerveau a appris et qui lui permet d'interpréter les données qui lui sont soumises. C'est une perception qui est éminemment subjective. Et si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez facilement trouver cet échiquier d'Adelson sur Internet pour le voir. Donc ce cerveau probabiliste qui émet des hypothèses, on peut le tester en laboratoire avec des exemples ambigus comme j'ai présenté ici en haut, avec cette image où on voit un vase blanc et à la fois ces deux visages de profil en ombre chinoise qui se regardent. Et une fois que vous savez ça, qu'il y a cette ambiguïté dans cette image, et bien si vous vous concentrez sur cette image, vous alternerez, votre cerveau va alterner entre ces deux hypothèses, il ne peut pas décider et vous n'arriverez pas à le forcer à se concentrer sur l'une ou sur l'autre indéfiniment. L'image touristique classique de la tour de Pise ici vous oblige à émettre une hypothèse qui n'est pas courante quand on regarde une photo pour comprendre comment cette photo a pu être prise. Maintenant, plus dans la vie quotidienne, ce même fonctionnement, on le retrouve dans toutes les situations et c'est celui qui va expliquer qu'on va être capable de pondérer aussi l'importance qu'on va donner à nos entrées sensorielles par rapport à notre certitude, à nos connaissances. Par exemple, si dans une situation la nuit où vous devez conduire sous la pluie, vous allez beaucoup moins vous appuyer sur les entrées sensorielles et beaucoup plus sur votre connaissance de la route, du trajet peut-être qui vous est familier pour arriver en vie chez vous. Et cette représentation du monde, cette modélisation, finalement, c'est une abstraction du monde réel et c'est ce qui nous permet d'imaginer, si on est capable de le retranscrire dans la réalité, comme on a à travers un tableau, de créer, bref, de générer des choses qui ne sont pas dans la vie réelle. Et là encore, on peut questionner, on peut se demander si cette IA qui n'arrive pas de progresser est déjà capable de faire ça. Justement, Jérémy, en fait, effectivement, on a beaucoup dit les IA, en gros, sont des étiqueteuses qui sont capables de dire « oh, un chien, oh, une voiture », bon, c'est un peu limité, et on leur reprochait beaucoup de ne pas pouvoir générer de nouvelles choses, de ne pas être créative, entre guillemets. Ça va être, enfin, c'est en train d'être complètement corrigé, donc j'ai mis une petite démo, elle ne marche pas. Il tourne ? Oui, il tournait. Bon, c'est pas grave. On arrive à générer des images, des vidéos, pardon, à partir d'images statiques. Donc ça, c'est la dernière petite appli à la mode qui s'appelle Deep Nostalgia. On a également un réseau qui est très très fort qui s'appelle GPT-3. Qui tourne sur OpenAI, donc il y a une société qui fait de l'intelligence artificielle. Et ce réseau-là permet de générer du texte à partir de textes, mais tout type de texte à partir de l'immensité du web qui scanne en permanence et qu'il apprend. Il apprend en fait une espèce de représentation de ce que c'est que le langage. Et il est capable de générer des news, du texte, des poèmes, des recettes de cuisine, du code informatique à la manière de telle ou telle personne. Donc là, on a fait générer, c'est une chanson de rap selon un rappeur particulier et qui parle d'Harry Potter, donc qui est entièrement synthétisée par une IA.
Et on a également des IA qui permettent de générer des images à partir de textes. Donc là, j'ai fait générer la lampe sardine, qui est un nouveau concept spécial IA. C'est entièrement des images de synthèse, ce n'est pas du bricolage d'anciennes images, c'est vraiment entièrement généré, juste d'après l'entrée textuelle, une lampe en forme de sardine, une lampe qui imite les sardines, et l'IA qui est ici au DAL-I, je ne l'ai pas dit, mais c'est encore un projet d'OpenAI, est capable de générer toutes ces images uniquement à partir de texte. Ouais, voilà. Et donc, finalement, est-ce que toutes ces IA sont similaires au cerveau? On a vu qu'il y avait des différences de structure sur la taille, la puissance de calcul, etc. Est-ce que sur la façon d'apprendre, est-ce que sur l'apprentissage, on a des IA qui peuvent se comparer au cerveau? L'IA qu'on a à l'heure actuelle, c'est une IA qu'on appelle faible, c'est-à-dire qu'elle est spécialisée pour une fonction, elle sait faire une chose, détecter des visages, labelliser des chiens, des chats, mais en gros, ça s'arrête là. Le cerveau, on considère que c'est une IA générale, enfin que c'est une intelligence générale, c'est-à-dire qu'on est capable de tout apprendre. Notre cerveau, c'est une espèce de machine à apprendre universelle. Le but ultime de l'IA, ça peut être, je ne dis pas que tout le monde défend cette position, mais de recréer une intelligence artificielle générale. Est-ce qu'on peut le faire d'un point de vue pratique? Est-ce qu'on peut le faire d'un point de vue théorique? Est-ce qu'on est capable de comprendre suffisamment le cerveau pour avoir une machine à apprendre universelle, si elle existe vraiment? Est-ce qu'on doit le faire? Ça, c'est des questions d'éthique qui se posent. Après, l'apprentissage des machines, pour l'instant, a essentiellement besoin de supervision, alors que notre apprentissage à nous, il est essentiellement non supervisé. C'est-à-dire qu'on n'entraîne pas un enfant tous les jours à reconnaître ses parents ou à reconnaître le langage. Simplement, il est baigné dans les exemples et petit à petit, il se forme une représentation du visage de ses parents ou de sa langue maternelle. Et ça, c'est des questions de supervision d'apprentissage. Jusqu'à présent, on avait beaucoup d'algorithmes. La majeure partie des algorithmes marchent quand même dans ce qu'on appelle le mode supervisé, où on est obligé d'apprendre à l'IA. Il y a de plus en plus d'IA qui fonctionnent en mode maintenant auto-supervisé ou qui apprennent par renforcement. Ça permet, par exemple, à la petite IA que vous voyez, qui est censée tourner mais qui ne tourne pas, à des IA, par exemple, d'apprendre à jouer sur plusieurs jeux. Ça, c'est la suite Atari, donc c'est une IA qui s'appelle Agent 57 et qui a appris à jouer sur les 57 jeux de la suite Atari. Et puis ensuite, qui a également c'est un autre algo qui s'appelle Musero qui a appris à jouer au Go, aux échecs et aux jeux de la suite Atari. Donc ça, c'est un pas de plus vers l'IA généralisée. Après, la durée de l'apprentissage, Jérémy le disait en intro, mais notre cerveau, c'est le produit de millions d'années, de milliers d'années d'évolution et de quelques années d'expérience. Les IA actuellement, elles apprennent sur une durée qui va de quelques heures à quelques jours, on va dire. Donc c'est évidemment beaucoup plus court. Et ces IA, elles sont, elles progressent, mais elles sont encore évidemment assez restreintes. Et notamment, il va leur manquer toujours ces fonctions cognitives qui sont centrales pour la cognition humaine, notamment le sens commun, le raisonnement. Puis après, on peut se poser la question de l'émotion ou de la conscience. Oui, alors je voudrais conclure en soulignant quand même la convergence justement de l'IA et des neurosciences pour progresser dans les deux domaines. Et du côté des neurosciences, je voulais souligner deux exemples complémentaires. Celui qu'on appelle du décodage, autrement dit, utiliser l'IA, le deep learning, les réseaux qu'a présenté Emmanuel, pour faire exactement ce qu'on fait dans les démonstrations qu'on a vues, de la reconnaissance, et ici pour analyser des données plus complexes qui sont justement l'activité cérébrale. C'est-à-dire, si on mesure, quelle que soit la technique, l'activité du cerveau, quand on présente par exemple à un sujet une image, eh bien, est-ce qu'on peut faire regarder cette activité cérébrale, non plus l'image, cette activité cérébrale par un réseau, pour qu'il reconnaisse, qu'il soit capable de décoder l'entrée, par exemple, de dire quelle image a été perçue, et du coup nous en apprendre sur les éléments de cette activité cérébrale qui sont pertinents, importants et qui encodent cette image. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est évidemment
bâtir sur cette analogie qu'il y a entre le cerveau biologique et ces cerveaux artificiels pour leur faire la même tâche, c'est-à-dire montrer cette même image à un sujet humain et montrer cette même image à un réseau et voir ce qu'il y a de commun entre les deux perceptions au niveau implémentation. Il y a des études qui commencent à sortir, j'en montre une ici, qui a comparé l'activité qu'il pouvait y avoir dans ce réseau artificiel et l'activité qu'il y avait dans un réseau, dans le cerveau, quand on présentait ces mêmes images, ici en IRM, et on a trouvé des similitudes entre les deux hiérarchies visuelles, des corrélations finalement, et on a cette étude qui est menée par une équipe parisienne a pu montrer des corrélations entre activité biologique et activité artificielle. Ce qui suggère une chose intéressante, c'est que même si ces modèles sont encore loin de mimer parfaitement le fonctionnement cérébral, et ne serait-ce que le fonctionnement du système visuel, peut-être qu'on a abouti à cette architecture qui ressemble au cerveau, pas seulement parce qu'on s'en est inspiré, mais aussi parce que pour mieux représenter le monde et le comprendre, il n'y a pas d'architecture finalement infinie possible. Il y a peut-être une architecture qui est comme celle-ci, comme celle du cerveau, comme celle à laquelle a abouti l'évolution. Et donc ça, voilà, l'IA est prometteuse comme ça aussi pour nous en apprendre sur l'organisation cérébrale en neurosciences. Je pense qu'on va s'arrêter là pour avoir laissé un peu de temps aux questions. C'était notre dernière diapo qui résume un peu ce qu'on a déjà dit. Merci donc à Jérémy Matou, chercheur INSERM au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. C'est un laboratoire CNRS INSERM et Université Claude Bernard Lyon 1. Et merci à Emmanuel Reynaud du laboratoire d'études des mécanismes cognitifs, enseignante-chercheur Lyon 2 dans ce laboratoire Lyon 2, voilà, dont on commence à être fan avec les interventions tantôt du CNRS, tantôt de ce laboratoire, tout au long de la semaine de la science, programme à découvrir sur semaine-du-cerveau.fr. Voilà. Je vais vous aider à répondre au public qui dispose de quelques minutes. Est-ce que l'IA pourrait permettre de corriger ou d'améliorer des zones altérées du cerveau suite à un AVC ou d'autres pathologies comme Alzheimer? Je vous vois tous les deux réagir avec des regards qui se portent vers Emmanuel Reynaud. Ouais. Pour l'instant, l'IA, pour l'instant, l'IA pénètre pas dans le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, on ne met pas des faux neurones à la place des vrais neurones, si c'était le sens de la question. Après, l'IA va pouvoir permettre de pallier aux déficiences cognitives qui sont éventuellement engendrées par la maladie d'Alzheimer, mais comme le peuvent aussi un pense-bête ou une alarme qui sonne régulièrement pour aider la personne à se souvenir de certaines choses. On ne peut pas intégrer de composants électroniques dans un cerveau, en tout cas pas d'IA. Il y a des interfaces cerveau-machine avec quelqu'un qui peut commander un bras artificiel, par exemple, des choses comme ça. Ils insèrent rien dans le cerveau pour faire ça? Alors on peut, c'est à l'état de recherche aujourd'hui. Il faut évidemment que les quelques patients qui se sont prêtés à ce jeu-là à ces recherches ont été consentants. Pour l'instant, le ratio bénéfice-risque est encore mauvais. Mais effectivement, les algorithmes qu'on utilise dans ces interfaces pour décoder l'activité cérébrale utilisent une forme d'intelligence artificielle. Que pensez-vous de Neuralink? Pouvez-vous nous expliquer le principe? Immédiatement, Jérémy a fait... Alors, oui, autant que j'en connaisse les détails, mais je suis comme tout le monde, j'ai vu les conférences de presse, parce qu'il n'y a pas de publication, à vrai dire. Mais c'est important d'en parler, parce qu'on en parle beaucoup. Donc Neuralink, c'est la société créée par Elon Musk pour développer une interface en machine invasive, c'est-à-dire un implant. Pour l'instant, ils ont beaucoup travaillé sur ces microélectrodes qui promettent de faire une avancée parce qu'elle serait miniaturisée, il y aurait un capteur souple qu'ils présentent comme étant moins risqué au niveau de la chirurgie et de l'implantation. D'ailleurs, ça s'accompagne d'un robot chirurgien qui permettrait de le faire très précisément. Et ça multiplierait les points de mesure parce que c'est aussi une limitation des interfaces machines, c'est de pouvoir mesurer le maximum de données possible. Maintenant, tout reste à démontrer. Ils sont allés très vite parce qu'ils ont beaucoup de moyens et cette prouesse technique est prometteuse, mais reste à faire des essais concluants. Et là-dessus, il faut quand même souligner l'écart assez béant qu'il y a entre le discours d'Elon Musk, qui est très fantasmagorique, et la réalité technique ou scientifique de ces avancées. Et qui pose beaucoup de questions éthiques, évidemment. C'est ce que j'allais vous poser comme question.
dans la communauté scientifique, on peut trouver autant de stimulation face à ce genre de projet, de crainte, d'alerte? Alors, je pense que ça évoque tout ça à la fois et qu'il faut... Bon, les conférences comme ce soir sont des occasions à la fois de renseigner le public autant qu'on peut et en même temps de recueillir des avis, des opinions des citoyens. Ce que je peux dire pour ne pas être trop long, c'est que, à mon avis, il y a deux types de questions posées éthiques. Il y a un type de questions éthiques qui sont assez connues, assez balisées, qui ne sont peut-être pas forcément propres à cette problématique d'interface cerveau-machine, qui sont évidemment le consentement des patients, de veiller à ce que tous les essais soient faits dans les règles, et aussi une éthique scientifique, de publier les résultats, d'être ouvert au niveau des données. Ça, c'est une chose, première chose que ces sociétés privées qui apparaissent dans ce domaine-là doivent respecter. Après, il y a des questions éthiques plus générales posées par ces avancées, que ce soit dans la recherche publique ou privée, et qui, à mon avis, posent des questions assez nouvelles, qui sont difficiles parce que c'est philosophique. Exactement, qui ouvre vers un monde nouveau qu'on a du mal à appréhender et à prédire, et dont il faut à tout prix s'emparer collectivement. Alors on arrive vraiment dans les derniers échanges. On prend en vol votre invitation vis-à-vis du public à s'exprimer sur ces questions. Hein. C'est en ligne, c'est peut-être l'occasion. Les IA peuvent-elles s'éduquer, s'entraîner mutuellement? On a vu qu'elles pouvaient essayer de s'arnaquer mutuellement tout à l'heure, mais Oui. Oui, ça fait penser à une idée qui est absolument, je trouve, géniale, qui est à l'origine des démos que j'ai montrées sur la génération d'images mouvantes à partir d'une image fixe, etc. C'est des réseaux qui vont être entraînés l'un à flouer l'autre. Donc c'est un peu comme le système entre un faussaire qui fabrique de la fausse monnaie et un expert qui dit que ce billet est faux. Ils vont s'entraîner mutuellement à être de meilleur en meilleur. C'est-à-dire qu'on a un réseau qui va essayer de duper l'autre en produisant des images, en les faisant passer pour réelles, et un autre réseau qui est entraîné spécialement à dire cette image est réelle ou cette image est synthétisée par une IA. Donc au fur et à mesure, chacun va progresser dans ses compétences et puis à la fin, ça donne des images hyper réalistes, encore mieux. Le jeu AlphaGo aussi a appris en jouant contre lui-même. Ouais, AlphaGo, c'est pareil, il a appris. Je disais que le Go, c'était hyper complexe comme jeu. C'est quasiment un des jeux les plus complexes qu'on puisse imaginer. Un des succès de l'IA, c'est AlphaGo, effectivement, qui apprend sans rien connaître des règles du jeu de Go, hein, vraiment quasiment rien. Simplement, il fait des parties contre lui-même et à chaque fois, quand il gagne, il est content. Donc, il va renforcer ce qu'il a amené à gagner. Il va renforcer certains poids dans le réseau qui l'ont conduit à avoir ce comportement bénéfique pour lui. Puis quand il perd, il essaye de ne pas reproduire. En fait, il joue simplement contre lui-même. Donc à chaque fois qu'il est meilleur, il devient un meilleur adversaire et donc un meilleur joueur et donc un meilleur adversaire. C'est un espèce de cercle vertueux, quoi. Et l'échec donne autant d'informations qu'une réussite, du coup. C'est une bonne morale, quand même. Ouais. Peut-être la dernière question. Est-ce qu'on a les moyens techniques d'enregistrer correctement l'activité neuronale, pas seulement l'activité de surface, comme c'est le cas généralement? Alors, c'est dommage qu'on soit à distance parce qu'il faudrait préciser ce que veut dire correctement. Mais toutes les techniques que j'ai évoquées rapidement au départ, y compris les techniques non invasives, mesurent correctement quelque chose, une partie de l'activité cérébrale, une partie du fonctionnement. Alors, quand on est en surface, si la personne qui a posé cette question pense aux techniques d'électrophysiologie, qu'on peut avoir soit en surface, soit au plus proche des neurones, là, il y a une différence. Mais les deux présentent des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que quand on va implanter quelqu'un, on ne va pas... Du moins aujourd'hui, on ne truffe pas l'ensemble du cerveau, donc on va observer certaines parties du cerveau. Et on le fait avec de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit on le fait chez certains animaux, soit de manière très encadrée, soit on le fait chez des patients. Oui, c'est invasif. Pour un besoin clinique. Par exemple, des patients qui ont des épilepsies sévères, pharmacorésistantes, candidats à la chirurgie, on va implanter les patients et on ne va pas l'implanter en fonction de ce que les chercheurs aimeraient enregistrer comme région, on va l'implanter en fonction du besoin clinique, de quelle région il faut inspecter parce que c'est peut-être là qu'il faut intervenir. Et les chercheurs font, si le patient accepte, des expériences pour comprendre comment ces régions fonctionnent. Donc là, on a une très bonne mesure de ces régions-là. On n'a pas une vision macroscopique. Pour ça, il faut des techniques non invasives. Donc les deux sont très complémentaires. Est-il encore nécessaire pour l'homme de faire l'effort d'apprendre les maths alors que l'on peut compter sur l'IA? Et ce n'est pas le seul exemple qu'on a.
Ouais, moi, je peux parler. S'orienter en ville, etc. Je peux parler de la délégation à un outil. En fait, c'est la question, est-ce que notre cerveau finalement a besoin d'apprendre à faire ces tâches alors que les outils le font très très bien. Ça pose la question en fait, on se rend compte que même si on délègue à un outil, c'est pas complètement inutile d'apprendre la fonction de base. On sera toujours meilleur quand on a appris la fonction calculer ou la fonction se repérer. Quand on utilise une calculatrice ou un GPS, on sera toujours meilleur si à la base on était déjà bien entraîné, bien formé. Alors moi, je ferais deux choses. Une par rapport à la question spécifique aux maths, parce que ce que tu dis est plus général. Ouais. Par rapport aux maths, les maths, c'est quand même une façon optimale de se représenter le monde du moins, et de raisonner avec. Donc c'est un outil très fort pour apprendre à raisonner et créer. Imaginez. Donc ce sera vraiment utile pour ça, même si l'IA fera beaucoup de choses. Et par ailleurs, je suis d'accord, ça pose la question de déléguer, et ça sous-entend qu'une IA serait capable d'apprendre les maths, mais aussi de poursuivre notre création en mathématiques. Parce que d'utiliser les maths pour faire de nouvelles choses, puisque c'est ça que fait l'homme avec les maths. Donc c'est parce que si on n'a plus les maths, on ne peut plus faire ça. Tout ce qu'on peut faire avec les maths, on ne pourra plus le faire. Donc ça veut dire que l'IA le fera et continuera à développer ces outils. Pourquoi pas? Ça sous-entend que l'IA peut faire des tâches cognitives très complexes. Par exemple, on voit apparaître en sciences, même dans les domaines de la recherche, dans les métiers intellectuels, des IA qui viennent aider à faire de la synthèse de recherches bibliographiques qui sont très vastes, de manière un peu intelligente, de fouiller un domaine, des bases de données bibliographiques, et de faire une synthèse dont on peut imaginer qu'elle sera très utile pour les chercheurs de demain, puisqu'elle leur fera gagner du temps et leur permettra peut-être justement de passer plus de temps à être à un niveau supérieur, disons, de création et d'imagination et de raisonnement abstrait. Alors, désolé, donc toujours obligé d'apprendre les maths. Et n'oublions pas que les maths, c'est une recherche vivante, c'est-à-dire qu'on continue de... Voilà. Alors, est-on à la fin des questions? Malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas toutes les prendre ce soir. Alors, comment on fait une IRM pour un réseau de neurones artificiels? En fait, ce qu'on présente au réseau de neurones artificiels, c'est des paquets de chiffres, enfin des grosses matrices de chiffres. Et l'IRM, elle peut se voir aussi comme une matrice de chiffres qui vont refléter, enfin, ces chiffres vont refléter le niveau de ce qu'on appelle le signal BOLD dans le cerveau. Donc c'est également une matrice de chiffres. Donc il suffit de faire rapport. Enfin, il suffit. C'est pas très simple, mais il suffit de prendre ces matrices qui reflètent les niveaux BOLD dans le cerveau et de les présenter, par exemple, en entrée à un réseau de neurones. Ce sont des chiffres. L'un et l'autre sont des chiffres. C'est ça la question. Je n'avais pas compris comme ça. Parfait, merci encore Jérémy Matou, chercheur à l'INSERM au sein du laboratoire qui s'appelle Centre de recherche en neurosciences de Lyon, et puis Emmanuel Reynaud du laboratoire d'études des mécanismes cognitifs. Je rappelle pour le public que vous retrouvez tous les soirs plein de choses à faire, pas seulement par des équipes lyonnaises, mais dans toute la France, notamment sur semaine-du-cerveau.fr. On se retrouve avec l'équipe de Confluence et en back-office l'équipe CNRS pour une conférence d'Amélie Cordier au Musée des Confluences jeudi soir. Parfait, merci encore à vous et puis bonne soirée. Merci. Bonne soirée.